Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir choisi cette session. C'est, je pense, on en a parlé tout à l'heure, c'est la session numéro 2 qui va vous parler d'écologie aujourd'hui et de transition. Et on est dans un forum où il y a beaucoup de choses qui sont discutées aujourd'hui, mais je suis assez fier que vous ayez choisi celle qui s'occupe des grands enjeux de demain. Et donc je suis également ravi d'être avec vous aujourd'hui pour... alors attends, ouais, on rattrape un peu ça du coup. Ah non, je suis en arrière. Hop, voilà. Je suis vraiment ravi d'être là avec cette double casquette aujourd'hui, donc en tant qu'ancien fondateur de Dataiku, mais dans mon nouveau rôle, donc comme le disait Laura, moi je suis président et cofondateur d'une entreprise à mission qui s'appelle FEV et qui aide au renouvellement des générations d'agriculteurs. Donc on les aide à s'installer à l'heure actuelle. Je vais bien sûr y revenir dans quelques minutes. Et Oui, et moi c'est Johanna, je suis ravie aussi d'être là avec vous. Je suis data scientist manager chez Avisia, donc partenaire historique de Dataiku, comme le rappelait Laura, et également leader d'une initiative qu'on appelle Avisia Impact que je vous détaillerai un petit peu plus tard. merci. Donc, je vais vous sortir un petit peu peut-être de ce que vous avez pu entendre depuis ce matin pour parler d'un sujet qui nous concerne tous, mais qui est malheureusement insuffisamment traité à la fois dans les médias et dans la façon dont on procède aujourd'hui pour mener à bien les challenges qui nous occupent. Et c'est l'agriculture. L'agriculture, c'est ce qui nous nourrit, c'est un de nos besoins les plus fondamentaux. Et donc, avant de faire de l'IA, tous ce matin, on s'est nourri, on a mangé, et même là, on sort tous du déjeuner grâce à nos agriculteurs. Pour autant, l'agriculture, c'est un modèle, enfin c'est un secteur dont le modèle arrive en ce moment à bout de souffle. Et vous l'avez sûrement noté dans les médias, il n'y a pas un jour qui passe, si vous êtes sensible à ces enjeux, sans qu'on rappelle les problématiques liées à l'utilisation des pesticides, à la pollution de l'eau, à l'érosion des sols, à la considération des agriculteurs qui malheureusement se suicident parce qu'il y a un disconnect complet avec les consommateurs, et j'en passe et des meilleurs. Donc il y a un modèle à bout de souffle. Et pour autant, l'agriculture, c'est un secteur qui représente 20% des émissions des gaz à effet de serre en France, et c'est un peu pareil partout ailleurs. Donc on a une problématique de climat qui est liée à l'agriculture, alors même qu'il faut continuer à manger. Ça paraît assez évident. On a un problème de biodiversité, puisque même si ce n'est pas la seule cause, l'utilisation de tout ce qu'on fait comme produit plus ou moins sympathique en agriculture est intimement corrélée à une grande extinction de masse qui se produit en ce moment, avec 70% de disparition des populations d'insectes en Europe depuis 30 ans. Alors je pense que vous avez tous entendu parler, que vous soyez très engagés ou un peu moins engagés, des problématiques qu'on a sur le CO2, mais à ma grande surprise, tous les jours en ce moment, je découvre qu'il y a plein de gens qui ne sont pas au courant de ce deuxième chiffre qui est purement catastrophique. Il est catastrophique parce que pour manger des fruits, des légumes, du blé, des pâtes, tout ce que vous voulez, on a besoin d'insectes qui pollinisent nos champs et jusqu'à preuve du contraire, on ne les remplacera pas par des drones pollinisateurs. Donc c'est un petit peu préoccupant de se dire qu'on est dans une phase d'extinction et pour ceux qui ne l'ont pas oublié, on fait partie de ce vivant qui est en train de s'éteindre à vitesse grand V sous nos yeux. Et un sujet qui était particulièrement d'actualité cet été et l'été dernier, l'eau, 58% de la ressource en eau est consommée par l'agriculture. Ça se passe dans un contexte qui est particulièrement critique puisque la génération du baby boom, papy boom est en train de partir à la retraite. Elle a pris un peu de retard, mais en gros, dans les 5 à 10 ans qui viennent, la moitié des agriculteurs seront partis à la retraite et tout l'enjeu du moment, c'est comment on fait pour leur retrouver des remplaçants. Si on ne leur trouve pas de remplaçants, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des exploitations qui vont être abandonnées et plus vraisemblablement qui vont partir à l'agrandissement, donc à la consolidation de toutes les exploitations qui sont déjà trop grandes et qui participent au modèle industriel, agro-industriel qui pose tous les problèmes que je viens d'évoquer. Ça se passe dans un contexte, je vais passer un peu plus vite là-dessus, de porteurs de projets, donc des gens qui s'installent, qui ne sont plus que des gens issus du monde agricole. Ça peut être des gens comme vous et moi qui se disent à un moment, j'ai envie de m'installer en tant qu'agriculteur, et c'est super. Mais dans ce cadre-là, il y a quand même un énorme obstacle à l'installation. Si vous n'êtes pas issu de parents d'agriculteurs, il est très probable que vous n'ayez pas une ferme sous la main pour vous installer. Et dans ce cadre-là, il va falloir que vous puissiez la trouver et la financer. Et donc c'est un des enjeux majeurs de cette décennie que d'aider cette nouvelle génération d'agriculteurs et d'agricultrices à s'installer, parce qu'il en va de notre souveraineté alimentaire. Vous avez sûrement vu que c'est de plus en plus compliqué de compter sur les autres, sur un certain nombre de sujets. Quand je dis sur les autres, c'est-à-dire sur nos voisins, qu'ils soient européens ou plus globalisés dans le monde, pour assurer des approvisionnements. On a quand même eu des gros sujets d'approvisionnement de gaz au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine. On les règle à peine en ce moment et encore, ce n'est que partie remise. Qu'est-ce qui se serait passé si on avait eu un peu plus de problématiques d'approvisionnement de blé en provenance d'Ukraine? Ça, pour l'instant, on y a échappé, mais le monde qui nous attend demain, si on ne fait pas gaffe, c'est un monde où on aura des difficultés à se nourrir. Et dans ce cas-là, l'IA ne nous aidera pas beaucoup, donc faisons les efforts maintenant.
Et donc ce que fait FEV, c'est une entreprise à mission, on est 16 personnes, on est basé à Bordeaux, Paris, Toulouse. On a 2 outils principaux. Un qui va vous parler immédiatement, c'est une plateforme digitale qui permet aux agriculteurs, au moment où ils ont l'idée, de mûrir leur parcours d'installation, de passer par toutes les bonnes étapes, de lire les bons contenus, de trouver tous les outils qu'il faut pour maximiser leurs chances d'arriver jusqu'au moment où ils s'installent. Et on a également quelque chose qui, j'espère, en tant que citoyen, pourra retenir votre attention, une foncière solidaire. Une foncière, c'est quoi? C'est un endroit où on va collecter l'argent des citoyens, ça peut très bien être vous, pour les mettre en commun dans une grosse tirelire qui va acheter des fermes sur le marché, va ensuite les mettre en location à des porteurs de projets qui veulent s'installer. Et on les met en location, vous allez me dire jusque-là, il n'y a pas trop de magie, on va les mettre en location uniquement à des gens qui s'engagent sur des pratiques qu'on appelle agroécologiques, qui sont beaucoup plus vertueuses socialement et en termes d'externalité pour l'environnement. Donc en gros, on ne loue qu'aux meilleurs et à ceux qui vont contribuer à changer le modèle de demain. Et à ce jour, on en est à 10 millions d'euros collectés. Ça fait 2 ans qu'on fait ça, donc on a fait 10 millions d'euros en 2 ans. On est très fiers d'avoir 10 000 investisseurs citoyens qui nous... 10 000, pardon, je m'emballe un peu. 1000 investisseurs citoyens qui nous soutiennent et on a pu acheter à ce jour 11 fermes, bientôt 15, dans l'ouest de la France. Quand on a, donc un des challenges qu'on a chez FEV, c'est la capacité à trouver des bonnes fermes, à acheter au bon endroit et au prix juste. Et là, on en vient au sujet qui nous anime et sur lequel on a demandé de l'aide à Avisia. Pourquoi trouver des fermes au bon prix? Et pour s'intéresser au prix des fermes, c'est que nous, on a tous les jours donc, les citoyens qui nous confient leur argent. Et notre devoir, c'est de l'investir à bon escient. Donc on ne peut pas se permettre d'acheter des fermes trop chères sur le marché. On doit les acheter au bon prix. Et donc la prédiction du prix est particulièrement importante pour la crédibilité du modèle que je défends. Et côté agriculteur, plus globalement que FEV, trouver une ferme au bon prix, c'est comme vous, quand vous avez cherché à acheter peut-être votre maison ou votre appartement, vous vous êtes évidemment posé la question du prix. Ce qui rend les choses un peu plus difficiles, c'est qu'un appartement à Paris, les gens savent à peu près combien ça vaut, en fonction de est-ce qu'il y a une terrasse ou est-ce qu'il y a un grand séjour. Une ferme, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Il y a des terres agricoles, il y a des bois, il y a des prés, il y a des vignes, il y a des bâtiments, des maisons, c'est dans des endroits excentrés. Et donc vous imaginez que c'est un enjeu algorithmique un petit peu plus compliqué que ça. Et donc quand on a essayé il y a 1 an ou 2 de faire des modèles, on avait évidemment Dataiku qui avait eu la gentillesse de nous passer des licences pour qu'on puisse utiliser le produit. Pour autant, on n'avait pas été très doué parce qu'on n'a pas une équipe interne. Je vais aller assez rapidement sur ce qui nous a posé problème, mais on n'a pas eu le temps d'enrichir beaucoup la donnée, on n'a pas eu le temps de beaucoup tester nos modèles, on n'a pas eu le temps de beaucoup itérer, et on avait quelque chose avec une performance en erreur moyenne absolue qui était de l'ordre de 100% d'erreur. Donc en gros, c'était pas énorme. Et donc on s'est dit qu'il fallait quand même faire autre chose que ça. Notre idée, nous, c'était vraiment de mettre à disposition un outil de prédiction du prix, comme vous pouvez le trouver sur des plateformes à la meilleure agents, pour aider les gens à se positionner. Et c'est là que j'ai croisé Johanna, et qui a eu la grande gentillesse de m'aider à travailler sur ce use case et qui nous a sorti de cette mauvaise passe. Merci Marc. Et la chance de travailler sur ce sujet-là. Donc effectivement, moi je fais partie du cabinet de conseil Avisia. Alors, qui est-ce qu'on est à Avisia? On est un cabinet de conseil vraiment data-centrique, donc on travaille sur des missions de conseil, d'intégration et la réalisation de projets qui se basent vraiment toujours sur la data pour apporter le plus de valeur possible à nos clients et ce, dans tous les secteurs d'activité. On existe depuis 16 ans, on se base vraiment sur 3 fondamentaux en termes d'expertise, la data évidemment, le digital aussi et la technologie. Et on intervient pour nos clients partout en France, puisqu'on a 5 agences. Paris, c'était la première, l'agence historique, mais on est aussi à Nantes, à Lyon, à Bordeaux et à Lille. Donc moi-même, je suis implantée à Bordeaux, au même endroit que FEV, ce qui a facilité les échanges. Et on est partenaire de Dataiku donc depuis quasiment les débuts, ce qui fait que sur nos 300 consultants maintenant, qui ont des profils principalement data scientist, data analyst, data ingénieur, etc., aussi chefs de projet, on a une très grande majorité d'eux qui sont certifiés sur l'outil Dataiku, voire pluri-certifiés. Et donc on a eu l'occasion de réaliser déjà de très nombreuses missions très variées pour des clients avec cet outil-là. Donc n'hésitez pas à passer sur notre stand si vous voulez qu'on parle aussi d'autres sujets que celui du jour. Quelque chose qui distingue aussi Avisia, c'est qu'on a un engagement en termes de RSE qui est très fort. Ça a été à l'initiative de nos consultants et soutenu par notre direction déjà depuis plusieurs années. Donc c'est vraiment des sujets qui sont très importants pour nous en interne. Et d'ailleurs, nos efforts, on va dire, ont été récompensés par une médaille Gold EcoVadis
l'année dernière. On espère faire mieux, ou en tout cas aussi bien cette année. Ça, c'est ce qui concerne l'interne. On a aussi voulu que ça se traduise en externe, c'est-à-dire qu'au sein même de nos missions, dans la réalisation de nos missions, qu'on ait des missions qui aillent, entre guillemets, dans le bon sens. Et donc, ce choix de vouloir mettre nos compétences, data, digital, technologie, au service de projets qui soient orientés développement durable. Alors, ça peut être pour des grands comptes, des grandes directions RSE, hein, c'est la plupart de nos clients historiques, ce sont des grands comptes, mais également de se mettre au service d'entreprises de l'économie sociale et solidaire, d'entreprises à mission comme FEV, d'associations, d'ONG, etc. Donc c'est évidemment dans ce cadre-là qu'on a eu l'occasion de collaborer avec FEV. Sans plus attendre, je vais vous montrer tout de suite le résultat de notre collaboration, donc avec une petite démo. Qu'est-ce que ça donne? Donc, Marc vous a expliqué qu'ils ont une plateforme qui s'appelle Lagrange, qui permet d'accompagner les porteurs de projets sur la construction de leurs projets d'installation agricole. Et donc là, vous voyez, c'est mon petit profil à moi. Et on a rajouté cette brique « Estimer ma ferme » qui va me permettre, en remplissant quelques informations, d'avoir ce prix estimé. Donc déjà, on commence par renseigner l'adresse de la ferme. Donc imaginons que je veuille abandonner la data science et me mettre à élever des moutons dans ma campagne native au fin fond du Limousin, mettons à Chessou. Je saisis cette ville-là, ça peut être une adresse plus précise également. Et ensuite, je vais avoir quelques questions à remplir. Est-ce que je souhaite une maison d'habitation? Oui, en l'occurrence, 4 pièces, 100 mètres carrés. Est-ce que je veux des bâtiments agricoles? Oui, à peu près 100 mètres carrés pour mettre mes moutons à l'abri et mon tracteur. Quelques surfaces de terre, 10 hectares pour pouvoir faire un petit peu de céréales. 5 hectares de prés pour mes bêtes et puis 1 hectare de verger pour faire quelques pommes. Je clique sur « Je simule le prix de cette ferme ». Et donc voilà, là j'ai le rappel des paramètres que j'ai rentrés dans le modèle. Donc vous voyez que c'est quand même quelque chose d'assez simple. On ne va pas sur un questionnaire de 100 questions très précis. L'objectif, c'est d'être vraiment... Souvent, on arrive au début du projet d'installation, donc on n'a pas toutes les informations très précises en tête. Ça me permet d'estimer qu'effectivement, si je m'installe à Chessou sur ce type d'exploitation, je peux estimer qu'il me faut une fourchette de 130 000 € environ. On indique également justement une fourchette basse et haute avec un niveau un intervalle de prédiction de 75% pour avoir une idée, puisqu'évidemment, comme mon questionnaire est simple, on sait qu'il y a beaucoup de complexité dans l'estimation selon l'état de la maison, selon la nature des bâtiments agricoles. Hein, si c'est une laiterie flambant neuf ou juste un hangar à tracteur, évidemment, le prix ne sera pas du tout le même. Donc là, effectivement, il faudra pousser davantage pour voir si on est plutôt sur la fourchette basse ou haute, mais ça donne déjà une très bonne idée en fonction du contexte géographique et des caractéristiques de l'exploitation. Et puis, si je clique sur « Je découvre les ventes historiques proches de cette ferme », j'ai également d'autres informations, telles que les évolutions des prix des ventes agricoles au cours du temps et tout ce qui caractérise le périmètre de l'endroit où je souhaite m'installer, avec les fermes qui ont eu lieu dans le passé. Je connais le prix de chaque ferme vendue aux alentours, leurs caractéristiques, grâce à cette carte-là, et également tout ce qui va être présence d'écoles, de boulangeries par exemple, d'endroits liés à la santé, etc. Donc ça permet une aide à la personne qui souhaite s'installer pour commencer à bien préparer son projet. Concrètement, en termes de data science, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, un projet en 3 phases relativement simples: data préparation, modélisation, déploiement. Jusque-là, tout va bien. Vous voyez la tête du flux Dataiku, déjà, c'est un petit peu moins simple. Vous voyez qu'il est assez fourni quand même. Il y a pas mal d'étapes, notamment de traitement de la donnée. Et concrètement, pour vous dire un petit peu comment ça fonctionne, on se base sur 4 sources de données principales. Les données de vente foncière, tout ça, c'est de l'open data. Les ventes foncières, ce n'est pas spécifique aux données agricoles, hein, ce n'est pas que des ventes agricoles. Donc il y a tout un retravail de ces données à faire pour aller retravailler ces données-là, identifier ce qui est de l'ordre de la vente agricole ou non. Ensuite, on a des notions de points d'intérêt, donc principalement des données INSEE qui vont caractériser, encore une fois, avec les commerces, etc., ce qui se passe autour du lieu où je souhaite acheter, qu'on a retravaillé donc à une maille géographique et puis dans les 30 km aux alentours de l'endroit où je souhaite acheter. Une source de données sur les prix des terres qui vient de la SAFER pour distinguer un petit peu les prix des terres moyens sur une maille qui est la petite zone agricole, donc une maille géographique spécifique au domaine de l'agriculture qui va nous donner déjà une idée un petit peu du prix des vignes, des prés, des vergers, etc. Et la présence en eau, est-ce qu'il y a des sources, des puits, etc. aux alentours. Tout ça nous permet d'avoir une base de données de vente agricole enrichie
qui va nous servir à la modélisation et ensuite au déploiement. Qu'est-ce qui nous a permis d'apporter à FEV vraiment des gains de performance sur ce modèle et de faire en sorte qu'on puisse le déployer parce que ça y est, on considère avoir un outil qui est suffisamment intéressant pour être utile aux porteurs de projets? Deux choses, une meilleure data préparation. Donc, comme je disais, Dataiku, c'est vrai que c'est un outil très puissant qui fait gagner beaucoup de temps. Néanmoins, il faut aussi avoir de l'expertise vraiment data et avoir cette capacité de discuter aussi avec le métier et capitaliser sur leur expertise métier pour savoir faire des bons choix en termes de data préparation et de modélisation qui porteront leurs fruits en termes de performance. Donc là, concrètement, on a beaucoup travaillé sur l'élimination des ventes non agricoles, l'élimination des outliers. Pourquoi? Parce qu'évidemment, il y a beaucoup de ventes d'exploitation qui se font peut-être dans un contexte familial, donc avec un prix qui n'est pas représentatif du marché. Si notre modèle apprend dessus, on va avoir tendance à sous-estimer la réalité. Et à l'inverse, on peut aussi avoir des prix qui sont plutôt exceptionnels. L'enrichissement des données, comme je l'ai dit, on est venu rajouter des données qui n'existaient pas dans le modèle initial, les prix moyens par typologie de terrain, la présence d'eau, et on a exploité également le fait que les terrains, les vignes soient AOC ou pas, ce qui influe évidemment sur le prix. Et une meilleure modélisation, ça aussi, c'est notre expertise data science a pu permettre des gains significatifs à ce niveau-là, puisqu'évidemment on avait une base de prix très asymétrique, une distribution des prix très asymétrique. Beaucoup d'exploitations sont en fait juste une parcelle de terre vendue, donc ça peut être 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros. Et donc ça, on en a un gros paquet de prix relativement bas. Et après, on a une distribution beaucoup plus étalée avec très peu finalement, entre guillemets, vraies exploitations avec, comme on peut l'imaginer, l'habitation, les bâtiments, etc. On a fait de la modélisation log-log, ça nous a permis aussi de s'affranchir d'un certain nombre de contraintes liées à cette distribution-là. Et surtout, on s'est basé sur toute la puissance de Dataiku pour pouvoir rentrer dans le détail dans le modèle, creuser ce qui ne marchait pas, et faire notamment une sélection itérative des variables et un réajustement. C'est ça qui nous a permis d'être meilleurs. Donc, au total, en moyenne, on a baissé l'erreur moyenne de 10 000 euros sur la prédiction. C'est surtout en relatif que ça se sent. C'est l'erreur moyenne en pourcentage qui a baissé de 40%. Donc, je vais passer rapidement sur les détails, mais voilà, dans Dataiku, c'est vrai, c'est ça la richesse, c'est de pouvoir vraiment avoir accès aussi à tout un tas de détails qui se passent sous le capot du modèle et de rentrer dans l'hyperparamétrisation, etc., qui nous a permis de gagner en performance. Sur le déploiement, très rapidement, on a pu déployer très facilement avec un endpoint de prédiction directement fourni par l'outil et puis un endpoint plus manuel, Python, qui nous permet de faire la data prep, d'appeler cette prédiction et ensuite de renvoyer le résultat, donc à la fois un prix estimé et une fourchette. Et je vais laisser la main à Marc pour la conclusion. Merci Johanna du coup d'avoir montré tous ces progrès. Moi, ce que je retiens de cette expérience avec Avisia, Johanna et Horty, qui était la personne qui nous a aidé à mettre en place ces modèles, c'est qu'on a fait ça sur une période assez concentrée de 6 mois. Il y a eu évidemment, comme tu le disais, beaucoup de data prep, beaucoup d'itérations, et donc la collaboration qu'on a pu avoir était vraiment dans un dialogue. Ça, vous connaissez dans vos projets. Enfin, en tout cas, j'espère que c'est ce que vous mettez à profit. Mais il y a vraiment cette collaboration très importante entre l'équipe data et l'équipe métier qui doit juste fonctionner à grande vitesse pour être capable de rectifier le tir en permanence. Et ça, on l'a fait avec un stagiaire, donc c'est quand même assez chouette d'avoir pu lancer quelqu'un déjà dans son monde, dans son métier de la data science grâce à Dataiku et grâce aux dispositifs qu'on a mis en place. Mais ça montre aussi que, pour faire un petit peu la pub de Dataiku, que l'outil est capable d'appréhender ce type de use case avec des personnes qui rentrent finalement sur le marché du travail. Et c'est vrai que nous, ça nous a donné la confiance en tant que, quand on est une entreprise à mission. Moi, l'essentiel de mon staff, on a bien sûr de la com, du market, on a des gens sur le terrain qui vont visiter les fermes. On n'a pas encore d'équipe data, donc, et des boîtes comme la mienne, il y en a plein qui sont en train d'essayer de faire bouger les lignes sur plein de sujets qui sont fondamentaux, qui n'ont pas tous le luxe d'avoir une équipe de data scientists comme vous avez peut-être dans vos entreprises. Et donc voilà, je suis assez fier et reconnaissant qu'on ait pu faire ça ensemble. Ça nous donne envie de mettre plein d'autres use cases en marche, notamment pour prendre en compte certains enjeux du moment qui vont vous parler, je pense. Ça s'appelle l'agroclimatologie. Qu'est-ce qu'on sera capable de faire dans les régions de France en 2050 avec des niveaux de précipitation complètement modifiés, avec des niveaux de température complètement modifiés?
Ça pose énormément de sujets parce qu'évidemment, certaines cultures ne seront plus possibles. Il va falloir réinventer plein de choses. Voilà. Et puis peut-être pour terminer sur Fève, c'est évidemment pas le cœur de ce qu'on fait, mais ça nous permet d'avoir une confiance et une certaine visibilité grâce à notre plateforme. C'est ce qui contribue aussi à la marque que moi je suis en train d'essayer de construire avec toute mon équipe. J'ai parlé tout à l'heure des montants, mais ce qu'on a déjà converti à ces pratiques agroécologiques, c'est 1000 hectares. C'est très très petit encore, mais si vous savez ce que c'est qu'un hectare, c'est, enfin 10 000 hectares, c'est à peu près 1200-1300 terrains de rugby, puisqu'on vient de finir la Coupe du Monde, ou 1200 terrains de foot. Donc c'est une surface qui commence à être sympa. L'ambition de Fève, c'est que dans 3-4 ans, si on se revoit, je puisse vous dire qu'on a fait plutôt 100 km². Et pourquoi 100 km² par an? C'est qu'en fait c'est la surface de Paris, et donc notre ambition c'est d'être capable en rythme annuel de convertir de plus en plus de surface pour que l'initiative prenne vraiment de l'ampleur. Voilà. Je vous invite à aller faire un petit tour sur notre site web si l'initiative vous intéresse. Vous êtes tous capables et peut-être, j'espère, motivés pour nous aider à accomplir cette mission, puisque comme je vous l'ai dit, on collecte des investissements de la part des citoyens. Ça démarre à 500 €. C'est défiscalisé, c'est le bon moment pour le faire, et vous saurez un peu maintenant que vous faites une bonne action. Voilà, c'est un bon cadeau de Noël. C'est un bon cadeau de Noël aussi. Merci.